Bonjour, je suis Lucien Trouette, conseiller en propriété industrielle chez Clark. Lucien, quel est le sujet d'aujourd'hui? Je vais vous parler de comment obtenir un brevet et protéger efficacement vos innovations. Quelle est la différence entre propriété intellectuelle et propriété industrielle? La propriété intellectuelle comprend la propriété industrielle, donc les droits des marques, des brevets et des dessins et modèles, et à côté la propriété littéraire artistique qui englobe notamment le droit d'auteur. Notre expertise s'oriente principalement sur la propriété industrielle. Du coup, l'expertise particulière du cabinet, c'est la propriété industrielle. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la propriété industrielle? On va retrouver le droit des marques qui permet de protéger votre image de marque, par exemple un logo ou un vocable. On va retrouver le droit des dessins et modèles qui permet de protéger l'esthétique d'un produit. Et enfin, le droit des brevets qui permet, lui, de protéger les caractéristiques techniques de vos innovations. Si on fait un focus maintenant sur le brevet, qu'est-ce qu'un brevet exactement? On peut voir le brevet comme un droit d'interdire. Qu'est-ce qu'un droit d'interdire? On peut voir ce droit d'interdire comme un droit exclusif d'exploitation, où vous serez la seule personne autorisée à exploiter l'innovation objet du brevet. Lucien, qui peut déposer un brevet? Alors tout le monde, personne physique ou personne morale, peuvent déposer une demande de brevet. Quels sont les noms qui doivent apparaître dans le dépôt d'un brevet? Alors le nom du déposant, si c'est une personne physique, il faut nom et prénom, ou la dénomination sociale de la personne morale, si c'est une personne morale qui dépose. Souvent, on voit apparaître les inventeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Les inventeurs sont les personnes qui ont contribué à l'invention qui est protégée par le brevet. C'est une obligation légale de les désigner dans une demande de brevet. Mais sachez que vous pouvez renoncer à votre droit d'être désigné. Du coup, un brevet doit forcément être rattaché à une innovation? Alors oui, on parle plus précisément d'invention dans les brevets. Il n'y a pas de définition d'invention à proprement parler dans le droit, mais il faut la voir comme une solution technique à un problème technique. Donc oui, le brevet, c'est vraiment axé sur les caractéristiques techniques d'une innovation. Quelles sont les innovations qui sont brevetables? À partir du moment où on a ce qui s'appelle un problème technique et une solution technique qui résout le problème technique, on peut potentiellement la protéger par brevet. Après, il y a des exceptions où certaines choses qui sont dépourvues de caractère technique ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet, et on peut voir ça comme les méthodes mathématiques par exemple, les présentations d'informations qui sont exclues de la brevetabilité. Est-ce qu'un logiciel ou une application mobile peut être brevetable? Alors il est possible de protéger le logiciel via le droit des brevets. On va venir protéger l'algorithme, donc les étapes du procédé mis en œuvre par le logiciel. Pour les autres aspects du logiciel, il convient de mettre en place une stratégie au cas par cas justement pour voir quelles sont les parties protégeables ou non par brevet, par dessin et modèle et par droit des marques. On peut voir le logiciel comme deux parties distinctes. Donc il y a l'algorithme qui lui peut faire l'objet de protection par brevet dans certaines conditions, et il y a le code source qui lui est dès sa naissance protégé par le droit d'auteur. Quelle est la durée de protection d'un brevet? La durée de protection d'un brevet est maximum 20 ans. Pour arriver à ce terme, il faut payer des annuités tous les ans pour maintenir en vigueur le brevet. Donc si j'ai un avantage concurrentiel particulier grâce à mon brevet sur un secteur, je peux faire le choix de payer mes annuités uniquement sur 5 ans? Tout à fait. Vous pouvez décider au bout de 5 ans de vie d'un brevet de plus le maintenir en vigueur. Il tombe alors dans le domaine public et ce droit d'interdire n'existe plus. Quelles sont les conditions de brevetabilité d'une invention? Alors là aussi, c'est harmonisé au niveau international. Il y en a deux principales et une accessoire, on va dire, qui est un peu moins importante. Mais les deux principales sont la nouveauté et l'activité inventive. Dans tes réponses, tu parles beaucoup d'international. Peux-tu caractériser un peu qu'est-ce qu'un brevet international et quelle est en fait la portée d'un brevet? Le terme brevet international est un peu un abus de langage parce qu'il n'existe pas à proprement parler de brevet international. Mais le brevet, c'est un titre de propriété, il octroie ce droit d'interdire sur un territoire donné. Donc il y a un principe de territorialité, donc un brevet français vous protège en France. Après, il y a toute une stratégie de protection à mettre en œuvre suivant votre marché et vos concurrents pour définir votre protection à l'étranger. Donc on va parler d'extension à l'international et d'une protection dans des territoires de vos choix. Dans ce cas-là, lorsque je dépose un brevet, est-ce que je peux le déposer sur un territoire particulier et ensuite étendre plus tard? Tout à fait possible, oui. Il y a ce qui s'appelle le droit de priorité, qui est un droit qui naît du dépôt d'une première demande de brevet et qui permet, dans un délai de 12 mois, d'étendre votre protection à l'étranger. Quelle est la différence entre un brevet et un modèle d'utilité? On peut voir le modèle d'utilité comme une sorte de petit brevet dont justement les critères de brevetabilité ne sont pas analysés et qui a une durée un peu plus minime puisqu'il a une expiration au bout de 10 ans. Du coup, quel est l'intérêt de faire un modèle d'utilité? Obtenir un titre, même si on considère qu'on a une invention entre guillemets faible qui ne remplit pas forcément les critères de brevetabilité, opter pour un modèle d'utilité peut être intéressant, quand même obtenir un titre et un droit d'interdire quand même aussi. Lucien, comment est-ce qu'on dépose un brevet en France? Alors le dépôt à proprement parler s'effectue à l'INPI, il est quasiment 100% dématérialisé maintenant et c'est une procédure administrative à effectuer sur le site de l'INPI. Lucien, quels sont les documents
nécessaires pour le dépôt d'un brevet? Il faut décrire l'invention dans sa totalité. Donc tous les documents techniques en votre possession sont à transmettre au conseil en propriété industrielle. Ça peut être une description écrite de l'invention, accompagnée de dessins et de schémas, etc. Des vidéos, tout ce qui permet de comprendre l'invention est à transmettre au conseil en propriété industrielle. Une fois la demande de brevet déposée, l'INPI va examiner la nouveauté et l'activité inventive de l'invention revendiquée. Quelles sont les étapes clés d'une procédure de dépôt de brevet? Alors la première étape à effectuer, c'est de s'assurer de la brevetabilité de l'innovation que l'on souhaite protéger. Ça peut passer par une étude de brevetabilité justement qui vient analyser l'état de la technique et le comparer à votre solution pour savoir si elle est nouvelle et inventive. Ensuite, il convient de rédiger une demande de brevet qui est un texte qui doit répondre à un certain formalisme de forme avec une description complète de l'invention et la rédaction de revendications qui, elles, vont venir délimiter l'étendue du droit conféré, et ensuite il convient de déposer la demande de brevet à l'office dans lequel vous souhaitez une protection, par exemple en France à l'INPI. Entre le moment où je souhaite déposer un brevet et le moment où ce brevet est octroyé, il se passe combien de temps? En moyenne, la procédure en France dure 24 mois, sachant qu'il y a des délais incompressibles. Une fois la demande de brevet déposée, celle-ci reste confidentielle pendant 18 mois, date à laquelle elle est publiée. Ensuite, il y a une phase d'examen qui aboutit ou non à la délivrance d'un brevet. Puis-je déposer mon brevet moi-même ou est-ce que je suis obligé de passer par un conseil en propriété industrielle? Alors vous pouvez très bien déposer votre brevet vous-même, mais faire appel à un conseil en propriété industrielle est fortement recommandé car il permet de s'assurer que la rédaction de la demande de brevet dans un premier temps est bien conforme aux exigences requises. Et ensuite, le conseil en propriété industrielle va vous représenter devant l'office et effectuer pour vous tous les actes de procédure durant toute la vie de la demande de brevet. Y a-t-il un vocabulaire particulier à avoir dans la rédaction d'un brevet? Alors ça dépend des domaines techniques, mais oui, il y a un formalisme à respecter au niveau du vocabulaire et de la tournure de phrase qui est assez propre au brevet et indépend du domaine technique. En pharmaceutique, par exemple, en cosmétique, il va y avoir des formulations de phrases assez précises et un vocabulaire à respecter qui n'est pas le même qu'en mécanique, par exemple, ou en automobile. Du coup, si je comprends bien, une fois que ton brevet il est délivré et publié, toute ma concurrence peut du coup analyser mon brevet. Alors, Quels oui. sont les conseils à ce sujet? Alors c'est la contrepartie justement de ce droit d'interdire qui vous est octroyé, c'est que vous devez décrire entièrement votre demande de brevet. Il faut voir ça comme un contrat passé avec la société. On vous octroie un droit, mais en contrepartie, vous faites avancer la science, on va dire, dans le domaine technique en décrivant totalement votre invention. C'est justement pour ça qu'il faut faire appel à un conseil en propriété industrielle, parce qu'il va vous aider à décrire exactement ce qu'il faut de votre invention sans en dire trop. On entend souvent parler de revendications dans un brevet. C'est quoi les revendications brevet? Alors les revendications, c'est on va dire le cœur du brevet, sont telles qui délimitent l'étendue de la protection conférée. Quels sont les coûts associés au dépôt et au maintien du brevet? On va distinguer trois types de frais. Il va y avoir les frais avant le dépôt. Donc c'est surtout des honoraires de rédaction si vous faites appel à un conseil en propriété industrielle. Il va y ensuite avoir des frais de dépôt, donc il y a des taxes officielles à payer et des honoraires aussi administratifs éventuellement si vous faites appel à un conseil en propriété industrielle. Et ensuite il va y avoir des frais de gestion de procédure, des annuités pour maintenir en vie le brevet. Il va y avoir une taxe de délivrance si la demande de brevet est délivrée. D'un point de vue procédure, comment est-ce qu'on fait pour étendre la protection d'un brevet à l'international? Tout à l'heure, je vous ai parlé du droit de priorité, qui permet de déposer justement des demandes étrangères pour une même invention. Donc il convient dans ce délai, souvent on le fait exactement 12 mois après le premier dépôt, il convient d'effectuer des actes administratifs dans chaque territoire où vous souhaitez une protection. Que faire si quelqu'un a déjà breveté une partie de mon invention? Alors c'est un cas très particulier ça, c'est ce qui s'appelle les licences croisées. Tout à l'heure je vous parlais de la différence entre étude de brevetabilité, droit des brevets et liberté d'exploitation. Donc là c'est un cas où vous vous retrouvez avec un brevet qui n'est pas libre de droit. Donc vous avez besoin de l'accord du titulaire pour exploiter votre invention. Et à ce moment-là, c'est l'INPI qui revient vers le déposant ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors il y a deux façons, en France notamment et en Europe, c'est assez harmonisé. Il y a ce qui s'appelle les observations de tiers. Pendant la procédure de délivrance, je vais informer l'office d'un droit antérieur par exemple ou d'une publication scientifique. Ces observations de tiers, on peut les faire de façon anonyme et après l'INPI décide ou non de les prendre en compte et informe alors le déposant de la demande de brevet. Il y a une deuxième option, toujours au niveau de l'INPI pour tenter d'invalider le brevet d'un concurrent. C'est cette fois-ci après la délivrance de la demande de brevet. On peut former opposition à l'encontre du brevet délivré. Cette opposition, je peux la formuler moi-même ou est-ce qu'il faut que je fasse appel à un CPI? Vous pouvez la formuler vous-même, mais encore une fois, il est fortement recommandé de faire appel à un conseil en propriété industrielle parce que c'est une procédure qui est assez lourde où il faut analyser de A à Z l'invention brevetée, faire une recherche de l'état de l'art pour identifier des documents qui permettraient de remettre en cause la nouveauté, l'activité inventive de l'invention. Et ensuite, il convient de rédiger tout un mémoire d'opposition qui là sera transmis à l'office et au titulaire du brevet. Quelles sont les causes de rejet de mon brevet? Alors, il y en a une multitude de causes de rejet. Nos principales sont rejets pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive, mais il y a aussi des rejets pour
pour non-observation d'un délai de procédure par exemple. Faire appel au conseil en propriété industrielle pour rédiger la demande de brevet et effectuer une étude de l'état de l'art préalable permet justement d'anticiper ces risques de rejet. Et puisque le CPI maîtrise la procédure de délivrance, il y a un risque quasiment nul de le voir louper un délai. Comment est-ce qu'on oppose son brevet à un contrefacteur? Alors le conseil en propriété industrielle peut mettre en place un système de veille concurrentielle, déjà pour identifier potentiellement les contrefacteurs. Après la première étape, une fois un contrefacteur identifié, c'est une lettre de mise en demeure pour l'inciter à arrêter les actes potentiellement contrefaisants. S'ensuit souvent une période de négociation pour trouver une issue à l'amiable au conflit, qui peut, dans certains cas, aller devant les tribunaux. Comment est-ce que je fais pour protéger le droit d'auteur? Alors le droit d'auteur naît de sa propre création, donc le plus important c'est de dater cette création. Et donc encore une fois, il existe des solutions comme MyProof qui vont permettre justement d'apposer une date de création. Les méthodes commerciales sont-elles brevetables? Non, on considère qu'elles sont dépourvues de caractère technique. Comment protéger une innovation qui combine plusieurs technologies? Le conseil en propriété industrielle va justement identifier les innovations qui sont à la source de votre technologie. Il faut savoir qu'un brevet égale une invention. Donc pour protéger au mieux une innovation complexe, il peut être opportun de déposer une demande de brevet pour chaque aspect de cette innovation. Comment est-ce que tu définis un portefeuille brevet? C'est plusieurs brevets? Alors oui, le portefeuille brevet d'une entreprise par exemple va protéger différents aspects de l'innovation. Quelle est la différence entre un portefeuille de brevets et une famille de brevets? Un portefeuille de brevets, c'est plusieurs familles de brevets qui elles-mêmes comprennent des titres protégeant une même invention. Une entreprise a-t-elle la capacité de faire financer son brevet? Alors oui, il existe plusieurs solutions. L'INPI en a mis en place, la BPI via des aides et des subventions aussi. La fiscalité avec le crédit impôt recherche en a été une aussi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Lorsqu'une entreprise crée des actifs de propriété intellectuelle, est-ce qu'elle doit garder en tête sa fiscalité? Alors oui, il faut la garder en tête et notamment selon la façon où vous exploitez votre portefeuille de brevets, cela va avoir un impact différent sur la fiscalité de l'entreprise. À titre d'exemple, des dispositifs comme l'IP Box permettent de réduire l'imposition sur les revenus de propriété industrielle. Les titres de propriété industrielle comme les brevets sont des indicateurs de performance qui viennent compléter tous vos dossiers, par exemple de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation et des subventions. Par ailleurs, c'est aussi un outil puissant pour les levées de fonds car il rassure les investisseurs. On voit que le sujet de la propriété industrielle est très technique mais aussi très juridique. Quelles sont les qualités d'un bon conseil? Un bon CPI doit maîtriser l'environnement de l'entreprise et donc adapter sa stratégie à cet environnement. Le CPI va donc vous aider à obtenir ce fameux brevet et un droit de propriété industrielle et il convient maintenant d'exploiter ce droit. Alors ça peut passer par une exploitation directe où vous-même vous vendez et produisez l'objet du brevet. Mais ça peut passer aussi par une exploitation dite indirecte avec l'octroi de licences et la mise en place de partenariats. À ce stade-là, faire appel à un avocat spécialisé en propriété industrielle et notamment du droit des contrats peut être un atout majeur. C'est une des caractéristiques de Clark où CPI et avocats travaillent main dans la main pour mettre en place des stratégies adaptées. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous dis à bientôt.